Alors, on va entamer la présentation de ces Terra Awards en Sustainable Food System avec Clarisse Corren. Alors, Clarisse, tu as présenté un mémoire de master en architecture à la faculté d'architecture La Cambre-Horta de l'ULB et il s'intitule Des tomates en décembre, de l'idée d'une métropole locavore aux réalités des enjeux d'alimentation de la ville ou comment la logistique revêt un rôle clé pour l'approvisionnement Bonjour. alimentaire de demain. Bonjour Clarisse. Très très long titre en tout cas, tu vas nous en dire plus. Ton promoteur, c'est Geoffrey Grulois, qui est professeur à la faculté La Cambre-Horta de l'ULB. Clarisse, je m'efface pendant 3 minutes et on se retrouve Ok, juste après. ok. Ouais, donc un très long titre et j'essaierai d'être un peu plus brève. Donc si c'est intéressant de se poser la question de comment nourrir la ville, c'est avant tout parce que c'est une question qui est d'ordre sociétal. Donc pour contextualiser, en 2006, la population mondiale est devenue majoritairement urbaine et on pense que c'est 80% de celle-ci qui habitera en ville d'ici 2050. Donc c'est dans cette mesure que l'approvisionnement en nourriture peut être considéré comme un des plus grands défis à relever pour les villes. Donc aborder la question de l'alimentation en tant qu'architecte et en tant qu'urbaniste, ça va permettre une approche qui est multidisciplinaire et transversale de la question de l'aménagement du territoire. Donc se demander comment alimenter la ville, c'est se poser la question du modèle d'approvisionnement, comment on procède. C'est se poser la question de l'économie qui est sous-jacente, donc quelle est sa trajectoire, quelle richesse ça génère. Et c'est aussi se poser la question de la gouvernance, qui décide de ce qu'on va manger. Et surtout, c'est considérer la place du citoyen, du consommateur et de l'intérêt général. C'est répondre à la question qu'est-ce qu'on veut. Donc la grande idée de ce travail, c'est de réfléchir à comment approvisionner la ville en nourriture de manière plus durable. Pour cela, il va d'abord falloir comprendre le modèle moderne. Comment on en est arrivé aujourd'hui à un système globalisé qui est axé sur la recherche de profit, qui est complètement dépendant aux imports, et surtout, qu'avons-nous perdu à travers ces mutations. Je parle ici d'une part de l'impact sur nos modes de vie, mais surtout de l'impact sur nos territoires et sur notre rapport à la ville. Donc étudier ces questions va permettre ensuite de comprendre pourquoi aujourd'hui les revendications citoyennes et politiques réfutent ce système alimentaire qui est contrôlé exclusivement par des acteurs privés et qui engendre des choix qu'on n'aurait jamais imaginés il y a quelques dizaines d'années. Donc aujourd'hui, on est sur un système qui est en mutation et c'est plus les acteurs qui l'ont initié qui cherchent à le transformer, ce sont les consommateurs et les producteurs. On peut parler de revendications bottom-up. Le système, lui, va devoir s'adapter. Alors on commence à identifier les ressources qui sont présentes sur nos territoires et qui pourraient servir de levier de changement. Donc, la première ambition de ma recherche, c'était d'évaluer si la relocalisation des systèmes alimentaires, dont on parle beaucoup, qui est un peu la grande idée à la mode, représente une alternative durable et surtout une alternative suffisante. Donc ce que je propose, c'est de déceler les paradoxes et les limites de cette ambition, de comprendre les véritables enjeux qui se cachent derrière ces préoccupations. Donc, c'est-à-dire se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est que l'idée d'une métropole locavore? Donc locavore qui mange local. Qu'est-ce que ça peut apporter concrètement au territoire métropolitain? Il ne s'agit certainement pas d'une quelconque autosuffisance alimentaire urbaine pour des villes comme Bruxelles, comme Paris, comme Londres. Mais dans ce cas-là, qu'en est-il des enjeux sanitaires, sociaux, culturels, même identitaires qui sont liés à nos modes de consommer? Donc ce qu'on va faire pour produire des réponses, c'est mettre en tension l'aspect socio-économique, l'aspect urbanistique et l'aspect environnemental qu'entretient la nourriture avec la ville. Et alors maintenant, en tant que concepteur, en tant qu'architecte ou urbaniste, on veut des réponses pratiques. Donc c'est désormais tout l'intérêt d'aborder la question de la logistique, parce que c'est une ressource concrète, parce que c'est un levier pour l'alimentation durable et parce qu'il y a des choses qui existent déjà. Donc c'est à travers une approche de recherche par le projet qu'on peut commencer à scanner tous les modes d'approvisionnement qui existent et voir ce que chacun génère sur le territoire en termes d'impact et d'organisation. Bref, ce qu'on va faire, c'est étudier le métabolisme de la ville pour faire du projet urbain. Donc dans mon mémoire, ce que je vais faire, c'est explorer les possibles en termes de transport, donc de transport routier, de transport ferroviaire, maritime, fluvial. Et c'est à travers des études de cas comparatives que je vais envisager les opportunités à Bruxelles en termes d'approvisionnement. Pour vous donner un exemple, dans quelle mesure un cargo-tram, comme on a pu en trouver en Suisse ou en Allemagne, pourrait approvisionner la ville de Bruxelles? Comment un système de convoi fluvial sur les derniers kilomètres d'acheminement pour la nourriture, les derniers kilomètres qui sont les plus importants, pourrait approvisionner le centre-ville de Bruxelles, par exemple, depuis les centres de distribution périphériques, comme l'a fait, par exemple, la filiale Franprix à Paris. Donc l'idée, c'est vraiment de questionner ce levier logistique urbaine dans une démarche de recherche par le projet, pour essayer d'esquisser des solutions pilotes ou alors des solutions concrètes et vraiment territorialisées.
Et moi, je suis persuadée que c'est cette méthode de recherche. C'est avec cette méthode de recherche qu'on peut questionner pertinemment donc l'aménagement du territoire et aller à terme vers des villes plus durables et plus désirables. Voilà. Merci, voilà, je suis de retour. Merci beaucoup, Clarisse. C'est complexe, hein, on va y revenir dans quelques instants. Alors, on devait avoir avec nous Thierry Nouzen, qui est le président du jury en Sustainable Food Systems, mais visiblement, on a eu des soucis pour le joindre ce matin. Néanmoins, je vais transmettre ici l'avis du jury qui a particulièrement apprécié le fait que tu réussisses à dépasser les visions en silo. Tu abordes la question de la logistique et de la distribution alimentaire de manière extrêmement systémique. Tu touches aux questions du rapport social avec l'agriculteur, le développement urbain et les questions de gouvernance de la ville en matière alimentaire. Et tu n'opposes pas les différentes pistes de solutions, mais tu es parvenu à trouver une synthèse. Bon, voilà, on aurait bien aimé avoir Thierry Nouzen parmi nous, mais ce n'est pas le cas. Alors, vous pouvez le voir dans le chat, vous pouvez aussi retrouver le mémoire de Clarisse si vous le souhaitez. On vous a indiqué le lien. Alors, une première question, Clarisse, est-ce que la question des modes de production et de leur viabilité fait partie du scope de votre étude? Tout à fait. En fait, l'idée de l'étude, c'est de voir le système. Bon, en fait, je m'intéresse à toutes les phases production, transformation, distribution. Donc, c'est de vraiment comprendre le système productif dans lequel on est, qui est un système globalisé, et essayer un peu de comparer avec ce qu'on propose en termes d'agriculture urbaine et de voir ce que ça a vraiment à apporter. Parce que quand on parle d'agriculture urbaine, à Bruxelles, je pense que même si, par exemple, le Good Food Project, qui est une stratégie, vise à produire 30% des légumes à Bruxelles. Aujourd'hui, des légumes qui seraient consommés à Bruxelles. Aujourd'hui, on est plus de l'ordre de 2 ou 5%, je pense. Donc, c'est plus cette idée d'étudier un peu tous les modes de production dans lesquels on est aujourd'hui, les modes de production vers lesquels on veut tendre, et voir un peu ce qui est vraiment possible et ce que ça représente vraiment. Voilà, je pense que je réponds un peu à la question. Alors, est-ce qu'il existe des exemples ici ou ailleurs d'utilisation des trams urbains pour le transport des marchandises? Existe-t-il un début de réflexion à ce sujet à Bruxelles avec une articulation fluviale? Tout à fait. Alors, en termes d'utilisation des tramways urbains, il y a des exemples qui sont à Zurich en Suisse et à Dresden en Allemagne. Donc, c'est des cas d'application qui ont fonctionné, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui et qui n'étaient pas appliqués à l'alimentation. Donc, c'était davantage des produits aussi qui pouvaient être vendus en supermarché, mais qui n'étaient pas périssables. Donc, c'est un des problèmes que je rencontrais par rapport à la question du cargo tram à Bruxelles en cas d'application. Et pour ce qui est une articulation fluviale, à Bruxelles, il y a évidemment toute la question du plan canal, qui est vraiment la grande, les grands projets auxquels on est en train de réfléchir en ce moment. Une articulation fluviale est envisageable en termes de structure, parce que tout ce qu'il faut à Bruxelles, mais ça pose d'autres questions, parce que c'est surtout en général ce qu'on va transporter sur le canal, par exemple. Ça va être des choses en vrac, des matériaux de construction. Et il faudrait certainement lutter contre ça, mais déjà les entreprises, par exemple l'usine Ceres ou encore les usines automobiles continuent de choisir la voie routière. Donc il faut je suis persuadée, parce que c'est un moyen qui est beaucoup moins polluant, il faut se réapproprier la voie fluviale. C'est en cours, il y a des choses à faire à différentes échelles, et voilà. En tout cas, à Paris, j'ai un bon exemple que vous pouvez voir dans mon mémoire, qui a été fait par la filiale Franprix, qui est très intéressant. Alors, pour toi, jusqu'où est-ce qu'on est dans le local? Parce que tu le dis, hein, à Bruxelles, on pourrait maximum produire 30% des légumes qu'on consomme. Alors, ouais. Et après, ben voilà, s'approvisionner le plus localement possible. Mais jusqu'où va cette limite du local, justement? Cette idée du local, par exemple, là, dans la stratégie Good Food Project, c'est sur un rayon de 10 km autour de Bruxelles. En fait, c'est un peu cette idée de se réapproprier la ceinture vivrière, quoi, comme on avait à l'époque, comme essayer de le faire Liège avec un projet, je sais plus exactement le nom. La ceinture alimentaire, je crois. C'est ça. Ouais, oui, c'est ça, alimentaire. C'est quelque chose comme ça à Liège. Ouais. Et voilà, c'est cette idée de se dire dans quelle mesure on sait bien qu'on va pas être capable d'alimenter des populations aussi grandes que celles de nos métropoles, mais dans quelle mesure on peut, une certaine partie, commencer à au moins avoir la démarche, en fait, de faire un maximum pour consommer local, parce qu'on sait,
on n'a plus besoin de répéter l'impact considérable sur l'environnement que génèrent les flux de marchandises. Et jusqu'à quel pourcentage de notre alimentation, tu penses qu'on pourrait produire plus ou moins localement? C'est très compliqué comme question. Non, sachant, ben voilà, non, mais sachant Alors, qu'on en fait, consomme des produits qui viennent de loin et on s'arrêtera peut-être pas pour autant de les consommer mais c'est totalement, ça, hein, et mais c'est surtout, il faut pas. C'est pour ça que je parle beaucoup de paradoxe, c'est qu'en fait, parfois, même souvent, c'est pour ça que je parle de logistique, trouver un bon moyen d'approvisionner la ville. Pourquoi pas, par exemple, le marché de Rungis, donc l'équivalent de Mabru, mais à Paris. La plupart des légumes viennent d'Espagne, ils arrivent en train, ils partent de Perpignan. Alors, quand bien même ils viennent tous d'Espagne, ils viennent de loin, est-ce que produire quelques tomates dans une serre à côté de Bruxelles, en produisant énormément, en faisant très peu, en les amenant dans un petit camion jusque Bruxelles, est-ce que c'est pas finalement plus impactant que d'en faire venir des grandes quantités par un moyen de transport qui est le train, et qui est beaucoup plus responsable, on va dire, en termes d'empreinte carbone. Donc c'est plus ça, en fait, c'est déceler les paradoxes de qu'est-ce qui compte vraiment. Est-ce que c'est si important de manger local? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt réfléchir à des bonnes solutions logistiques? Parce que, bon, on va continuer à manger diversifié, parce que c'est des populations cosmopolites et on va pas uniquement manger des navets à Bruxelles. Voilà. exactement. On sent que c'est une réflexion globale qui s'impose évidemment. Est-ce que les zones piétonnes favorisent plus encore le locavore? Via Euh, le transport vélo, on me dit ici. oui, alors pareil, enfin, comment dire, ça dépend de ce qu'on entend par locavore. Locavore, c'est vraiment l'expression de manger local, donc c'est dans le périmètre le plus proche de soi possible, on va dire. Par exemple, le transport à vélo, ça me fait penser justement à cet exemple de la logistique bateau-route de Franprix à Paris. En fait, c'était cette idée d'approvisionner sur les derniers kilomètres par la Seine, et ensuite continuer cette chaîne d'approvisionnement par des vélos cargo, en fait, qui redistribuent les commerces autour. Alors ça, c'est plus compliqué à Bruxelles parce qu'on n'est pas du tout sur la même densité. En fait, tous ces systèmes sont un peu adaptés à chaque contexte, en fait. Je pense pas qu'il existe une situation, enfin, comment dire, un modèle d'approvisionnement parfait. Ça dépend de chaque ville, ça dépend des politiques publiques mises en place. Et voilà, donc oui, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place. Transport à vélo, il y a plein de choses, des tramways, des convois fluviaux, et c'est des choses à encourager, mais qui sont, je pense, aussi beaucoup de l'ordre de la sensibilisation aussi. Et est-ce que tu continues à travailler sur ces systèmes alimentaires dans la continuité de ton mémoire actuellement? Alors j'ai eu l'occasion à l'école d'architecture de Paris-Belleville d'entamer un DSA en projet urbain, où du coup j'ai essayé de mettre en application, on va dire, cette réflexion théorique et ces petites études de cas à des cas plus concrets dans Seine-et-Marne ou des choses comme ça. Et c'est très compliqué à faire. Cette idée d'essayer de retrouver des zones tendues, on va dire, où prochainement il y aura une construction de centres commerciaux, et se dire, bon, est-ce que l'agriculture urbaine ou périurbaine serait pas plutôt une meilleure solution? Et ben voilà, faut essayer de travailler sur l'économie, il faut essayer de travailler sur le transport. Donc j'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs mois là-dessus, et ensuite dans le cadre de mon projet professionnel, j'ai travaillé sur d'autres missions. Donc voilà. Ça Mais en reste tout cas, ton c'est quelque chose sujet. qui continue de me passionner. Ouais, formidable. Écoute, merci beaucoup, Clarisse. Alors, je vois qu'il y a encore deux petites questions peut-être qui sont en train d'être tapées. On va attendre deux petites secondes. Voilà. Alors, quelles seraient pour toi les 2-3 solutions les plus intéressantes à mettre en place à Bruxelles dans ce domaine? Voilà, et on en terminera avec ça. C'est une bonne question. Je pense que toutes les dynamiques qui sont déjà mises en place par le Good Food Project sont déjà vraiment intéressantes. On peut penser à plein de lieux comme la ferme du Champ des Cailles, des choses comme ça. Il existe beaucoup de choses. L'écosystème à Bruxelles est extrêmement intéressant. Après, moi je suis architecte de formation, la logistique me passionne, et j'ai hâte de trouver d'autres, d'en découvrir encore plus. Mais c'est vrai qu'en termes de logistique, j'ai fait des tests, mais voilà, je pense que je peux pas vous dire la voie fluviale sera ce qu'il y a de mieux, la voie routière sera certainement pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà quoi, c'est des études de cas que je vous invite à découvrir, et voilà. Merci beaucoup et voilà, on te remercie pour ce bel exemple de questions environnementales Merci. complexes. Merci beaucoup, Clarisse.